C'est à partir du 14 juillet qu'est instituée en 1880 la fête nationale. En 1883, les bataillons scolaires défilent sur la place de République à Paris, devant la statue de la République, inaugurée la veille. Une estampe anonyme de la fin du 19e siècle nous présente ici cette célébration du 14 juillet. Bonjour à tous, c'est Melicus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise en œuvre du projet républicain en se questionnant sur la manière dont la République s'enracine entre 1870 et 1914. Partie 1, une république provisoire, puis installée. La Troisième République est proclamée à Paris le 4 septembre 1870, le lendemain de la défaite de Napoléon III à Sedan face à la Prusse et à ses alliés. Le nouveau gouvernement de défense nationale, comprenant le général Trochu, Léon Gambetta ou Jules Ferry encore, veut poursuivre la lutte depuis Tours. Mais il doit renoncer, car les Allemands ont envahi une large partie du nord de la France et finissent par encercler Paris. Les élections législatives de février 1871 donnent la majorité aux monarchistes, favorables à la paix et hostiles à la République. L'Assemblée nationale, installée à Bordeaux puis à Versailles, nomme le conservateur Adolphe Thiers chef du pouvoir exécutif. Dans Paris, longtemps assiégé et affamé, le mécontentement éclate le 18 mars 1871, quand Thiers veut retirer les canons installés sur la butte Montmartre. L'insurrection débouche sur l'élection d'une commune de Paris, dominée par l'extrême gauche républicaine et socialiste. La commune de Paris veut établir une république sociale, très ambitieuse dans sa lutte contre les inégalités. Je ne l'ai pas dit, mais la Commune de Paris, c'est un gouvernement révolutionnaire et populaire qui dirige de manière autonome la ville de Paris de mars à mai 1871. Cette Commune de Paris est guidée par un idéal de république sociale, anticléricale et libertaire. Elle s'oppose en fait au gouvernement de défense nationale, le gouvernement provisoire composé de républicains que j'ai cité plus tôt, notamment Ferry et Gambetta, qui est déterminé à poursuivre la guerre contre la Prusse et ses alliés allemands. Le personnage principal durant cette Commune de Paris de 1871, c'est Louise Michel. En effet, les Parisiens jouent un rôle très important à Versailles. Ils se révoltent, ils élisent cette Commune de Paris et les femmes notamment jouent un rôle très actif, comme l'institutrice Louise Michel. Il s'agissait d'une enseignante de Montmartre, un quartier populaire du nord de Paris. Elle était engagée politiquement contre le Second Empire et participera activement à l'insurrection parisienne contre Thiers et ceux qu'il nomme les Versaillais. Elle dirige un comité de vigilance des femmes dans son quartier, elle anime le club de la Révolution, elle est ambulancière et combat en uniforme de garde nationale aux côtés des communards, ce qui lui vaut le surnom de Vierge Rouge. La garde nationale, c'est une milice de défense qui a été créée sous la Révolution française. Des barricades vont être dressées pendant cette commune de Paris. Les communards les édifient dans les rues ou sur les grandes artères par crainte d'une attaque de l'armée républicaine versaillaise placée sur l'autorité de Thiers et commandée par le maréchal Mac-Mahon. Mais du 21 au 28 mai 1871, il y aura la semaine que l'on appelle la semaine sanglante, au cours de laquelle les troupes versaillaises reprennent Paris et répriment les communards qui vont être exécutés ou jugés sommairement. Par la suite, la situation ne peut pas être tolérée par l'Assemblée conservatrice. Thiers négocie alors la paix avec le chancelier allemand Otto von Bismarck et signe le 10 mai 1871 le traité de Francfort que j'ai cité dans la vidéo juste avant, où on s'est intéressé justement à l'union de l'Italie et de l'Allemagne. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, le traité de Francfort, il ôte à la France l'Alsace-Moselle, il lui inflige une lourde indemnité de guerre, et il s'agit du traité qui amènera à la Première puis à la Seconde Guerre mondiale, notamment par l'humiliation que les Allemands ont mis en place face aux Français, que les Français leur feront payer lors de la Première Guerre mondiale,
et qui amènera justement un sentiment de révolte et d'injustice, et donc poussera, entre guillemets, avec énormément d'autres facteurs, à la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement de Thiers va poursuivre son œuvre jusqu'en 1873. Il finira par être renversé par l'Assemblée nationale, qui désignait la présidence de la République, le maréchal MacMahon, favorable aux monarchistes. Mais ces derniers vont être très divisés. Vous allez avoir d'un côté les légitimistes, de l'autre côté les ornéalistes, encore d'un autre côté les bonapartistes, et ils ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions du rétablissement monarchique. Alors, pour vous réexpliquer un peu, les légitimistes, ça va être un courant politique royaliste, partisan de la dynastie des Bourbons, elle est hostile au droit et à la liberté héritée de la Révolution. Les orléanistes, quant à eux, c'est un courant politique royaliste plus modéré, partisan de la dynastie des Orléans, et du maintien des droits et des libertés accordés sous la Révolution. À l'Assemblée nationale, les républicains se rapprochent des orléanistes pour donner à la République des institutions. Ce sont les lois constitutionnelles de 1875 qui établissent les pouvoirs ainsi que les modes d'élection du président de la République et des deux chambres. Ainsi constituée, la Troisième République respecte la séparation des pouvoirs entre un pouvoir exécutif, la présidence de la République et du Conseil, et un pouvoir législatif qui comprend la Chambre des députés et le Sénat. Cette République démocratique, cette Troisième République, amène à la désignation à la tête des différents pouvoirs qui reposent sur le suffrage direct, député, ou indirect, sénateur, président de la République, des Français. En 1884, une loi instaure le suffrage universel direct pour l'élection des conseils municipaux qui désignent ensuite les maires. La République est aussi une république qui va être parlementaire. Les républicains remportent les élections de 1876. Ils obligent MacMahon à nommer un président du conseil républicain. Mais MacMahon pousse ce premier ministre à la démission et décide de dissoudre la Chambre. Ça rappelle beaucoup de choses qui sont passées en 2024. La crise de mai 1877 entre les républicains emmenés par Gambetta et le président se solde par la victoire électorale des premiers et la démission de MacMahon au début de l'année 1879. Son successeur, le républicain Jules Grévy, annonce qu'il ne dissoudra pas la Chambre sous un cas prétexte. La Troisième République devient alors un régime parlementaire. Régime parlementaire, à définir, c'est très simple. C'est un régime dans lequel le pouvoir législatif du Parlement y contrôle très étroitement le pouvoir exécutif, celui du gouvernement. Tout ce régime, en fait, il repose sur le principe de responsabilité politique des ministres devant le Parlement, qui a le droit de poser des questions aux ministres, de formuler des critiques, ou encore de renverser ce gouvernement. La République est aussi une république libérale, en plus d'être démocratique et parlementaire. À partir de 1879, les républicains dominent la présidence et les deux chambres, puis remportent triomphalement les élections législatives de 81. Ils peuvent alors faire voter de grandes lois libérales, liberté de réunion et d'expression, qui favorise l'essor du débat politique. La presse qui couvre tout le territoire national voit alors ses tirages exploser. La loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui permet la constitution des syndicats ouvriers, agricoles ou patronaux. Et en 1901, une loi importante sur les associations est votée. Mais sa mise en œuvre, notamment l'exclusion de nombreuses congrégations, suscite parfois des tensions. Cette loi de 1901, elle est importante parce qu'en fait, la majorité des clubs sportifs aujourd'hui sont encore groupés en associations. Toutes les associations que vous connaissez dépendent notamment de cette loi de 1901. Seconde partie, une république qui unifie et qui exclut. La République enracine ses valeurs dans le pays. Ce sont les valeurs de la République que l'on va inculquer notamment à l'école. Elle va toucher des générations successives de Français. Le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, fait voter entre 1880 et 1882 des lois scolaires rendant l'école primaire publique, obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 13 ans. Ces derniers sont désormais égaux devant l'instruction et doivent donc suivre le même programme. Les programmes sont centrés sur les progrès de la raison, la science, la France, sa langue, sa géographie, ainsi que sur les apports de la Révolution française, partie très historique. Les personnels de l'école sont aussi laïcisés avec la loi Goblet de 1886. Être laïcisé, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense qu'il faut un petit point sur l'idée de la laïcité notamment. La laïcité, pour la définir simplement, c'est le principe selon lequel l'espace public doit être religieusement neutre pour garantir la coexistence entre tous les croyants et les non-croyants. Il n'y a aucune religion sur le devant de la scène. Lorsque l'on étudie par exemple en histoire les religions, ce n'est pas les religions qu'on étudie, c'est le fait religieux. Comment est-ce qu'on arrive à amener justement une réflexion sur les différentes religions, quelles qu'elles soient, monothéistes ou polythéistes, parce que en histoire on évoque aussi bien les Grecs, les Romains, que les Égyptiens, mais jusqu'aux juifs, chrétiens ou musulmans. D'un autre côté, les lois laïques n'empêchent pas que les parents gardent la liberté de choisir l'enseignement privé et confessionnel pour leurs enfants.
La République diffuse aussi ses valeurs de façon diverse. Les villes et les villages se couvrent de places de la République, comme celle inaugurée à Paris en 1879. Marianne, l'allégorie de la République, est présente sur ces places, sur les timbres, et le buste de Marianne orne toutes les mairies de France. Les Républicains rétablissent la Marseillaise comme hymne national en 1879. De grandes fêtes sont alors données en l'honneur de la Révolution et de la République. Le 14 juillet est un jour de fête nationale, comme je l'ai dit, en introduction depuis 1880. Le centenaire de la Révolution française est fêté avec faste en 1889. Dans le même temps, les grands hommes de la patrie et de la République vont être honorés par des obsèques nationales, comme Adolphe Thiers, ou encore Victor Hugo, qui va être panthéonisé en 1885. Victor Hugo est un poète, un romancier et un dramaturge considéré comme le plus important écrivain de son temps. La France républicaine, à sa mort, entre en deuil. Les autorités organisent une cérémonie afin que tout le peuple républicain lui donne un dernier hommage. Cette panthéonisation de Victor Hugo est votée par les députés à 408 voix pour, contre 3 voix contre. On va avoir une estrade où repose le cercueil de l'écrivain qui est placé sous l'Arc de Triomphe et qui est veillé du 31 mai au 1er juin 1885. Le Panthéon devient aussi un lieu à la mémoire des grands hommes à partir des obsèques de, justement, Victor Hugo. Vous allez avoir la mise en place d'un cortège funéraire le 1er juin 1885 qui amène de l'Arc de Triomphe le cercueil au Panthéon. J'insiste sur les obsèques de Victor Hugo, mais c'est vraiment la mise en place d'un système qu'on va avoir jusqu'à aujourd'hui et qui va en même temps démontrer que la France a des grands personnages, des grands hommes dont elle veut se souvenir, qu'elle ne veut pas oublier. Dans le même temps, les Français vont être assez inégaux devant cette République. Des préjugés tenaces tiennent les Françaises notamment écartées du droit de vote. L'accès à la pleine citoyenneté permettant l'usage des droits politiques est réservé aux seuls hommes âgés de moins de 21 ans. Plus de la moitié de la population française est ainsi écartée de la vie politique. Des militantes soutenues par les hommes politiques comme Victor Hugo s'organisent pour demander le droit de vote et d'être élus. Ces féministes, comme on les appelle à cette période, utilisent des libertés d'expression, de réunion et d'association pour fonder différents mouvements. L'Union française pour le suffrage des femmes regroupe 12 000 adhérentes en 1914, derrière Cécile Brunschvicg, ou encore la mise en place de journaux comme La Fronde ou La Française qui portent les revendications des femmes. De manière beaucoup plus spectaculaire, elles présentent leur candidature lors d'élections municipales ou législatives. Certaines, comme Hubertine Auclair en 1908, détruisent les urnes le jour des élections. En 1914, elles n'ont cependant toujours pas gain de cause. C'est une lutte qui continuera jusqu'en 1944 où elles auront, pour la première fois, obtenu le droit de vote. Mais c'est une lutte qui va être très très longue. D'ailleurs, les féministes, pour les définir simplement, si vous ne savez pas ce que c'est, sont des personnes qui militent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le parcours des féministes durant cette période est vraiment différent des demandes des féministes de notre époque en 2024, bien sûr. Partie 3, la montée des oppositions, 1887-1894. Sur fond de crise économique et sociale, un général du nom de Boulanger rassemble de nombreux mécontents du régime parlementaire. De l'extrême gauche à l'extrême droite, il rassemble légitimistes, bonapartistes et remporte quelques élections législatives partielles entre 1888 et 1889. Certains voient alors craindre qu'il commette un coup d'État. En effet, le parti boulangiste a plusieurs revendications qui ne conviennent pas à tout le monde. La revanche contre l'Allemagne, la transformation de la République parlementaire par la dissolution de la Chambre des députés, la révision de la Constitution dans un sens plus favorable au pouvoir exécutif, et encore l'élection d'une assemblée constituante. Cependant, tous les républicains vont faire bloc et remporter les élections législatives d'octobre 1889. Le gouvernement, dans un second temps, contraint Boulanger à l'exil, et cette menace-là finira par passer. Un autre élément important, ça va être les contestations dans les années 1890. On a d'abord le scandale du Panama en 1892 qui met en cause des députés corrompus en échange de leur soutien à la compagnie en charge de réaliser le canal de Panama. Il est révélé par le polémiste antisémite Édouard Drummond et entraîne la défaite de nombreux candidats sortants républicains aux élections législatives de 1893. L'antisémitisme, c'est la haine envers les juifs qui prend appui sur de pseudo-arguments religieux, raciaux ou encore économiques. Une
caricature d'André Meyer pour le Petit Journal illustré du 7 janvier 1893 présente le banquier juif Jacques de Reinach, un agent financier de la compagnie du canal du Panama, qui aurait payé les parlementaires pour qu'ils votent un emprunt en faveur de la construction du canal. C'est ce que l'appelle le partage du gâteau. Ce partage a lieu avec la famille de Lesseps et d'autres familles accusées de corruption, tandis qu'un gendarme commence à arrêter les coupables. Une opposition qui a lieu aussi et qui est très présente, ce sont les attentats anarchistes qui se mettent en place. Alors, l'anarchisme est un courant révolutionnaire selon lequel la liberté passe par le rejet de toute forme d'autorité. Autorité étatique, autorité ecclésiastique avec l'Église, autorité patronale avec le patron. Un attentat anarchiste contre la Chambre des députés a lieu le 9 décembre 1893. C'est l'anarchiste Auguste Vaillant qui lance une bombe dans l'hémicycle pour protester contre l'exécution d'un autre anarchiste, contre la misère sociale et contre la corruption parlementaire révélée par le scandale du Panama. Ce dernier finira par être arrêté et exécuté le 5 février 1894. Un autre anarchiste, l'italien Caserio, assassine le président Sadi Carnot dans une rue de Lyon en 1894 pour avoir justement exécuté Vaillant. Le pouvoir riposte par des lois qui répriment les anarchistes et restreignent beaucoup leur liberté d'expression. Partie 4, l'affaire Dreyfus, 1894-1906. On est à l'apogée des menaces contre la République. En 1894, Alfred Dreyfus, un capitaine d'origine alsacienne et de confession juive mis en cause pour trahison au profit de l'Allemagne, est jugé et condamné au bagne par les autorités militaires. Certains membres du service et de contre-espionnage découvrent dès 1896 qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. Au début de l'année 1898, l'écrivain, Émile Zola, donne une publicité considérable à cette affaire dans une lettre ouverte publiée dans l'Aurore, ce fameux « J'accuse », qui met en cause les autorités militaires et interpelle le président de la République en tant que chef de l'État et des armées. Le fait que Dreyfus soit juif amène énormément d'écrivains à affirmer leur position d'antisémite. L'antisémitisme, comme j'ai expliqué, c'est la haine des juifs qui prend appui sur différents arguments. Les écrivains, Barès, Maurras ou Daudet, vont écrire l'antisémitisme par plusieurs raisons. Première raison, par l'antijudaïsme chrétien. Judas vend Jésus, le peuple déicide qui a tué Jésus-Christ. On parle alors de la ruse de Judas, en évoquant Dreyfus, ou des 30 deniers de Judas. On va aussi évoquer l'antisémitisme par anticapitalisme. Les juifs sont assimilés aux puissances d'argent et à l'argent en général. Et on va trouver écrit l'argent, toujours l'argent, dans certains textes. On va aussi expliquer que l'antisémitisme est là par racisme à base pseudo-scientifique. Il existerait des différences biologiques entre les différentes races. Sa face est terreuse, aplatie et basse. Il n'est pas né pour vivre socialement. Et enfin, on va avoir un antisémitisme par xénophobie. Le juif est d'origine étrangère, il reste un étranger, il est inassimilable. On parle de faux certificats de naissance ou on évoque l'épave de ghetto. Tous ces termes-là et tout cet antisémitisme est très important dans cette société et est un prélude en fait à ce qui se passera durant la Seconde Guerre mondiale. Les idées d'Adolf Hitler et tout simplement, durant cette Seconde Guerre mondiale, les idées antisémites qui sont en place ne viennent pas de nulle part. Elles ont d'ores et déjà leur place à la fin de ce 19e siècle. Deux camps se mettent alors en place, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Les Dreyfusards comptent des hommes politiques venus de la gauche socialiste et républicaine, mais aussi des intellectuels. Bernard Lazare, Charles Péguy, qui comme Zola s'engagent pour l'innocence de Dreyfus et la révision de son procès. Tous sont partisans d'une république soucieuse avant tout de vérité et de justice. Au contraire, les anti-Dreyfusards refusent la révision, pensent Dreyfus coupable, soit par antisémitisme, soit par respect de la chose jugée, soit par confiance aveugle envers les institutions militaires, garantes d'une possible revanche contre l'Allemagne. De nombreux chefs de l'armée et dignitaires de l'Église catholique rejoignent le camp anti-Dreyfusard, aux côtés de forces nationalistes anti-parlementaires. On a donc un antisémitisme et un anti-républicanisme qui vont se déchaîner dans la presse anti-dreyfusarde. La Ligue d'action française se constitue en 1898 autour de Charles Maurras et d'un programme de nationalisme intégral. Il s'agira là, ce nationalisme intégral, d'une doctrine royaliste, catholique et nationaliste prônée par la Ligue d'action française de Charles Maurras. En 1899, Paul Déroulède, chef de la Ligue des Patriotes, tente de faire marcher des soldats sur l'Élysée lors des obsèques présidentielles de Félix Faure. Rejugé mais condamné avec des circonstances atténuantes par un tribunal militaire en 1899, Dreyfus finira par être gracié par le président de la République.
il est réhabilité et réintègre l'armée dès 1906. A noter que Dreyfus est resté un certain nombre d'années dans les îles du Salut, à proximité de la Guyane. Son île, notamment l'île du Diable, était encore aujourd'hui très peu visitable, mais si vous allez sur les îles du Salut, vous allez pouvoir la voir. Et vous avez même une cabane où Dreyfus vivait. Partie 5, la Troisième République réagit et réforme. Grâce à la loi sur les associations en 1901, les républicains dreyfusards forment le Parti radical en 1901, ce en vue des élections législatives de 1902. Ils voient une large victoire républicaine amplifiée en 1906. Les radicaux dominent alors la Chambre et sont décidés à intensifier le combat contre l'influence de l'Église catholique, hostile à la République lors de l'affaire Dreyfus. En 1904, le président du Conseil, Émile Combes, fait voter l'interdiction d'enseigner aux congrégations non autorisées, après quoi les relations diplomatiques avec le Vatican sont alors rompues. On arrive sur la séparation des églises et de l'État, loi de 1905, loi très importante encore aujourd'hui. En effet, les républicains radicaux et socialistes veulent mettre fin au concordat qui réglait les relations entre l'Église catholique et l'État depuis 1801. La préparation de la loi de séparation de l'Église et de l'État est confiée au député socialiste Aristide Briand. Son texte, débattu, retouché par les députés, est voté en juillet 1905. Désormais, l'État ne nomme plus les évêques, ni ne salarie aucun culte, les biens ecclésiastiques deviennent propriété de l'État, et les églises peuvent former des associations cultuelles pour gérer les édifices religieux. Selon une logique de sécularisation, la laïcité devient une valeur centrale de la République française. Dans le même temps, si les protestants et juifs ne s'opposent pas à la loi qui entre en vigueur en décembre 1905, le pape la condamne dans l'encycle Vehementer Nos de février 1906. Il interdit aux catholiques de constituer des associations cultuelles. Il craint qu'en leur sein, les ecclésiastiques partagent le pouvoir de décision avec des fidèles laïcs qui vont être majoritaires. Les catholiques français vont alors être encouragés à s'opposer à la loi et à son application. Lorsque les autorités civiles entreprennent l'inventaire des biens de l'Église, des catholiques se retranchent dans les bâtiments religieux ou s'opposent à l'entrée des forces de l'ordre. C'est ce que l'on appelle la crise des inventaires de 1906. Le ministre de l'Intérieur, puis le président du Conseil, Clémenceau, recherche et obtient l'apaisement. Attention, il ne faut pas confondre la laïcité, le principe selon lequel l'espace public doit être religieusement neutre pour garantir la coexistence de tous les croyants et non-croyants, et l'anticléricalisme, qui est une doctrine ou une attitude marquée par l'hostilité envers le clergé. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo assez longue vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous dis à la prochaine pour les aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.